Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Guerre en Ukraine, propagande et vérité. Oui, nous sommes submergés par la propagande ukrainienne, reprise par la presse mainstream. Et nous savons, grâce à Rudyard Kipling, que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et cette propagande nous impose un narratif dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. D'un côté, les gentils Ukrainiens et de l'autre côté, les vilains Russes. Or, la situation est un peu plus nuancée. Oui, nous sommes submergés par la propagande ukrainienne, et puis tous les 2-3 jours, nous sommes obligés de débunker tous ces fakes qui nous sont donnés à la une de nos journaux. Vous vous souvenez de ce pilote ukrainien qui abattait de très nombreux chasseurs. Nous avions des images qui étaient publiées sur certains sites mainstream, et puis on s'est aperçu que c'était des images de jeux vidéo. La presse mainstream aussi nous a présenté des colonnes de blindés en feu, c'était des images d'archives, d'explosions, c'était des images d'archives. Et Zelensky apparaît à peu près tous les jours pour lancer un nouvel épisode de sa propagande. Le dernier en date, c'est que Poutine voulait faire sauter les centrales nucléaires. C'était d'ailleurs d'une telle bêtise, il y a quand même des généraux français qui l'ont quand même relevé en expliquant que s'ils s'amusaient à faire sauter les centrales nucléaires sur le territoire ukrainien, la frontière russe est quand même assez proche. Donc c'était le territoire russe qui en aurait certainement le plus pâti. Non, la réalité, c'est qu'il y a eu un affrontement entre les troupes ukrainiennes et les troupes russes autour d'une centrale nucléaire, et que cette centrale nucléaire, elle a été prise par l'armée russe. J'ai lu aussi que l'armée ukrainienne avait encerclé l'armée russe, par exemple, dans les premiers jours de... Bon, voilà, ce sont des éléments de propagande pour faire en sorte que les Ukrainiens ne perdent pas le moral. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, on nous dit « Oh là là, il y a une nouvelle, les Russes ont perdu le moral, les soldats russes ont perdu le moral. » Bon, c'est quelque chose aussi qui est martelé, mais c'est bien plus compliqué. Et on nous explique de l'autre côté qu'il y a une propagande russe terrible sur la guerre, que tout est mensonge. Oui, mais j'aimerais savoir où on peut la trouver, cette propagande russe, puisque RT a été censuré, Sputnik a été censuré, et que nous n'avons pas, vous ne lisez pas le cyrillique, donc personne n'a accès à la propagande russe. Je trouve ça assez fort de café de nous dire nous sommes victimes d'une propagande, alors que nous n'avons pas accès à cette propagande. Certains pourraient me rétorquer, oui, mais sur les réseaux sociaux, vous avez des influenceurs qui sont certainement payés par la Russie. C'est possible. On a eu quelques fakes, en effet. On a tous été plus ou moins victimes ou intoxiqués par ces fakes, mais ils ne sont pas d'un plus grand niveau que les fakes ukrainiens. Alors, moi, je voudrais tout simplement expliquer d'où vient cette guerre. Parce que si on ne comprend pas d'où vient cette guerre, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'abord, il faut bien prendre conscience sur le plan géographique que l'Ukraine, c'est une marche. Alors, qu'est-ce qu'une marche ? C'est un État frontalier. Et le mot marche a donné le mot marquis. Le marquis, c'était un noble qui, au départ, gardait une frontière d'un royaume ou d'un empire. Et dans cette marche s'affrontent deux civilisations. Il y a le monde slave et le monde occidental. Donc, c'est un lieu de tension, parce qu'à chaque fois que vous avez une rencontre entre deux civilisations, vous aurez de la tension. C'est la même chose en Yougoslavie, c'est la même chose, j'ai envie de dire, en Orient avec la Turquie, etc. Donc, je pense aussi, tiens, ça me traverse l'esprit, mais le sud de l'Espagne, entre l'Afrique et l'Europe. Donc à chaque fois, ce sont des lieux de tension, et s'il y a des tensions, il y a un risque de conflit. Or, on attendait de l'Europe, et c'est ce qui avait été dit dans les années, fin des années 80-90, que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, parce que tout le monde avait compris à l'époque, parce qu'on avait des gens qui étaient un peu plus sérieux, qu'il y avait suffisamment de tensions à l'intérieur de l'Ukraine pour mettre le feu. Or, ce que nous avons fait, c'est d'avoir mis le feu. En effet, le président pro-russe, russophone Yanukovych, a été renversé par une révolution orchestrée par la CIA. On se souvient d'ailleurs de Norland, qui était une américaine, qui avait dit fuck l'Europe, parce que l'Europe, elle avait essayé de limiter cette révolution, mais les Américains ont passé outre. Le résultat, c'est que cette révolution a engendré un conflit qui dure depuis 2014. Donc, je vais vous faire ce bilan de ce conflit entre 2014 et 2021. Alors avant 2014, je voudrais juste revenir, c'est que les populations russophones et les populations nationalistes ukrainiennes, à chaque fois qu'il y avait un match de foot, elles se mettaient sur la gueule. Je me rappelle de très nombreuses brèves qu'on avait dans les journaux où il y avait des blessés quand il y avait des matchs de foot entre des villes ukrainiennes et des villes russophones. Eh bien, à partir de 2014, évidemment, la tension est montée et cela a engendré une guerre civile. Et c'est bien ça que vous n'entendrez jamais sur les plateaux de télévision. Il s'agit d'une guerre civile, puisque vous avez des troupes
russophones ukrainiennes, qui se battent contre les nationalistes ukrainiens, et cela depuis 2014. C'est une guerre qui a eu des hauts et des bas, qui a été de forte intensité, de basse intensité, mais qui a duré presque 8 ans. Alors je ne parle pas du bilan depuis l'entrée des troupes russes, parce qu'on ne le connaît pas, mais de 2014 à 2021, Anne-Laure Bonnel nous a affirmé qu'il y avait eu 13 000 victimes. C'est un bilan, à mon avis, sous-estimé, mais enfin, il est officiel, donc on va le prendre comme cela. Alors la presse mainstream a confirmé ce bilan, mais en expliquant que les morts étaient des deux côtés. Alors là, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord, dans la mesure où le conflit se passe essentiellement dans la partie russophone, et que toutes les victimes de ce conflit sont des civils russophones. Bah oui, puisque l'armée ukrainienne est dans le Donbass. Il suffit de regarder les cartes, vous pouvez vérifier, elle est dans le Donbass. Donc quand elle bombarde, ce sont des villages russophones qui d'ailleurs sont... Il y a très peu d'hommes à l'intérieur, parce que généralement les hommes, ils sont sur le front, ils se battent. Donc quand il y a des bombardements, ce sont souvent des femmes, et notamment des vieilles femmes, qui n'ont pas pu quitter leur village, qui sont restés dans leurs fermes ou dans leurs habitations. Donc une guerre particulièrement horrible, et quand on détaille de plus près ce bilan, cela a fait 1,5 million de déplacés, alors des déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, mais vous avez aussi de très nombreux Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine. Les conditions de vie sont très dures en Ukraine, le salaire est très bas, et puis vous avez 350 000 Ukrainiens qui sont allés se réfugier en Russie, ça on l'oublie, c'est-à-dire que la Russie accueille de très très nombreux réfugiés. Qu'il y a 2,9 millions d'Ukrainiens suite à cette guerre qui ont besoin de l'aide alimentaire et d'une aide psychologique. Quand vous êtes bombardé par l'armée ukrainienne régulièrement, bien évidemment vous n'avez pas le ravitaillement, et puis de vivre au son du canon, et cela fait des dégâts, des névroses terribles. Donc on se dit, ah oui, quand même, les gentils Ukrainiens patriotiques, c'est un peu plus compliqué. Alors moi, je ferai la distinction d'un côté avec l'Ukrainien de l'Ouest, qui n'a rien à voir avec cette guerre, et les ultranationalistes qui mènent cette guerre. Voilà, je crois qu'il faut toujours nuancer. Il y a des gens qui vivent à l'ouest de l'Ukraine, qui ne veulent que la paix, et qui, face à ce qu'ils considèrent comme une agression russe, veulent se battre. On peut tout à fait comprendre. Mais la guerre qui est menée contre les populations du Donbass est particulièrement épouvantable, et je reviendrai d'ailleurs sur les bataillons qui composent cette armée. Il faut aussi ajouter qu'il y a une ligne de front, et que s'il y a une ligne de front, il y a des mines, il y a de très nombreux civils qui sautent sur les mines. Et dans une ONG, j'ai lu que l'Ukraine était le 5e pays en victime de morts ou de blessés par mine. Alors cela vous donne quand même une idée quand on a ce bilan. Qu'a fait l'Europe pour résoudre? Même pas grand-chose, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu des signatures de Minsk, elle n'a jamais pesé sur la partie ukrainienne. Elle a toujours rejeté la faute sur la partie russe. Ça ne veut pas dire que les Russes n'ont pas essayé de manigancer certaines choses, non, bien sûr, mais il y avait quand même moyen de pouvoir s'entendre et de mettre en œuvre le traité de Minsk II qui n'a jamais été mis en œuvre. Alors, pour revenir maintenant sur ces troupes ukrainiennes qui sont à l'Est et qui sont des troupes d'occupation dans une certaine mesure. D'ailleurs, si vous prenez la carte que j'ai mise sur mon fil Twitter, vous vous apercevez que dans la partie du Donbass, qui est en vert, je crois, sur ma carte, c'est le gros de l'armée ukrainienne qui était massée pour envahir le Donbass, pour nettoyer, en fin de compte, les dernières poches de résistance de l'armée russophone. Et on comprend aussi pourquoi Poutine est entré pour défendre les russophones. N'oublions pas qu'il y a déjà 350 000 réfugiés en Russie. Donc vous voyez que les choses sont un peu plus compliquées. Or, dans cette armée ukrainienne, vous avez ces fameux bataillons néo-nazis, et notamment ce fameux bataillon Azov, qui adopte des drapeaux issus de l'armée nazie. Alors le fameux Soldat noir et le Wolfsangel, alors vous me pardonnez, je ne suis pas germanophone, qui sont des drapeaux qui, j'ai pu vérifier sur Wikipédia, qui sont de la deuxième, qui est une déclinaison des drapeaux de la 2e division SS Das Reich. D'ailleurs, ils revendiquent eux-mêmes leur passé nazi, et d'ailleurs, ils ont des objectifs de nettoyer ces sous-hommes russophones, je reprends leur thème. Et eux-mêmes disent que quand ils auront terminé à l'Est, ils iront à Kiev nettoyer Kiev de ces politicards européistes. Alors c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on utilise ces bataillons, mais qui sont un véritable danger pour la démocratie ukrainienne. Nous avons aussi appris que ces bataillons avaient été entraînés, parfois armés, par la CIA.
Donc, ils sont bien accusés de nettoyage ethnique, hein, contrairement à ce que Castex a dit. Elle dit que c'était une légende ou de la propagande. Non, hein, il suffit d'ailleurs que vous regardiez la fiche du bataillon Azov, vous vous apercevez de toutes leurs exactions sur toutes les populations qui ne sont pas ukrainiennes. Hein. Ça va du Rome, ça va aux populations LGBT, ça va aux russophones. Ils ont commis toute une série de crimes. Dire que nous les laissons et que nous les entretenons, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Hein. Comment on peut cacher cela à la population française? Donc, une grande partie des nationalistes ukrainiens sont liés avec un passé nazi et ils commettent des exactions dans la partie russophone. Et qui vient aujourd'hui nous expliquer que non, ce sont que des gentils Ukrainiens héroïques? Eh bien, ce sont des gens, par exemple, comme Raphaël Glucksmann. Alors, qui est Raphaël Glucksmann? Outre qu'il a été candidat pour le PS aux élections européennes dernièrement, il a été le conseiller, au début des années 2000, de Mikhail Saakashvili, le président de la Géorgie. Alors, ce président de la Géorgie est accusé de corruption, d'exaction, de répression sur son peuple, hein, à tel point d'ailleurs qu'il a dû quitter la Géorgie. Alors, je ne sais pas si toutes ces horreurs, c'était Raphaël Glucksmann qui lui conseillait. En tous les cas, il a quitté la Géorgie et devinez où il est allé se réfugier? Eh bien, il est allé se réfugier en Ukraine. Il a perdu sa nationalité géorgienne et il a adopté la nationalité ukrainienne et Poroshenko l'a nommé gouverneur de la région d'Odessa, où il a continué ses exactions, hein, sa corruption, il s'est mis de l'argent plein les poches. Il a même essayé à un moment donné de fomenter un coup d'État contre Poroshenko. Donc un triste si. Alors pourquoi ce Saakashvili a pu être président de la Géorgie puis ministre de l'Ukraine? C'est ce que je vous ai dit, c'est le soutien de la CIA. Et Raphaël Glucksmann est considéré appartenant à la sphère de la CIA. Donc vous avez des porte-paroles de gens qui n'ont rien à faire avec les intérêts français, hein, et qui viennent défendre non pas la réalité, la vérité, ils viennent défendre un groupe pour servir les intérêts américains. Je voudrais maintenant passer à l'offensive russe. Vous avez des cartes sur mon fil Twitter et qu'est-ce que l'on constate? C'est que l'offensive, notamment dans ses objectifs militaires, il reste deux objectifs. Alors Mariupol, j'avais annoncé qu'elle était tombée parce que j'avais lu une dépêche du Figaro. Non, alors c'est qu'en fait ils ont fait la jonction avec le Donbass, il reste des poches de résistance, et notamment de ce bataillon Azov qui commet, à l'instant où je vous parle, des exactions dans Mariupol. Et peut-être qu'il y a un autre objectif qui n'est pas encore atteint par l'armée russe, c'est Odessa. Mais dans l'ensemble, si on regarde la carte, toute la partie presque russophone est occupée par l'armée russe. Peut-être un peu le centre au milieu. Et vous remarquez aussi une chose assez intéressante, c'est que l'armée ukrainienne est encerclée et qu'elle est dans le Donbass. Autant vous dire que ça va être terrible, parce que les Russes en veulent à fond à ces bataillons, hein. Ils ont commis des crimes de guerre, et donc il y aura certainement des choses un peu terribles qui vont se passer dans les jours qui viennent. Qui est le président de l'Ukraine? Eh bien, c'est Zelensky. Zelensky, c'est un comédien qui s'est présenté à l'élection présidentielle, et sous le signe d'ailleurs de solidarité européenne. Son objectif, c'était de nettoyer la corruption en Ukraine. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il était aussi corrompu que les autres, puisqu'il est cité dans les Pandora Papers. Alors, il y a des chiffres et des villas qui tournent sur Internet. On ne peut pas vérifier ces informations. Par contre, vous pouvez regarder par vous-même, hein, dans la presse de 2019-2020, les accusations de corruption contre Zelensky, et vous aurez un compte-rendu assez détaillé. Voilà. Nous avons une situation bien différente et il y a des victimes. Ce sont toujours les populations, qu'elles soient du côté des populations ukrainiennes, hein, qui vivent sous l'emprise d'une élite, d'une oligarchie ukrainienne corrompue, hein, qui a maintenu le pays dans la misère. Pensez que ces gens ont reçu 17 milliards d'aides de l'Europe et qu'ils ont mis tout cet argent dans la poche. Il y a même une commission européenne d'ailleurs qui se demandait mais où est passé l'argent qu'on donne aux Ukrainiens? Eh bien, c'est l'argent de la corruption. Donc, un pays corrompu, des ultranationalistes et une souffrance, hein, qui dure depuis 8 ans. Eh bien, moi, ce que j'aimerais, c'est que, enfin, l'Europe fasse son véritable travail, et la France, c'est-à-dire militer pour la paix, et arrêter de soutenir une guerre. Ils veulent faire un Afghanistan, c'est pour vous dire la folie de ces gens-là. À bientôt pour une nouvelle vidéo.